Alors dans ce chapitre, on va appliquer ce qu'on avait appris au chapitre précédent, en particulier au niveau de l'énergie libre de Gibbs dans l'étude des équilibres de phase d'un corps pur. Alors, pour commencer, j'aimerais tout d'abord vous montrer quelques relations sur l'énergie libre de Gibbs, en particulier cette expression-là appelée équation fondamentale, exprimant la variation infinitésimale de G vue comme fonction de la température et de la pression. Alors on peut nous montrer que dG égale à moins S dt plus VdP. Et une telle équation est appelée équation fondamentale et sa démonstration est celle-ci. Et à travers cette démonstration, vous allez voir apparaître deux autres équations fondamentales, l'une pour que l'énergie interne, dE égale à TdS moins PdV, s'obtient tout simplement par la première loi. Ça, c'est l'expression de la première loi. Et ça exprime E comme fonction non plus de la température ou du volume, mais plutôt de l'entropie et du volume, comme si on avait fait un changement de variable de la température à l'entropie. dE est égal à d bar Q réversible, et d bar Q réversible, n'est-ce pas que c'est égal à TdS, et puis plus d bar W réversible, mais le travail réversible est le travail dans lequel la pression externe est égale à la pression au sein du système. C'est-à-dire, c'est un travail au cours duquel on a un quasi-équilibre mécanique entre l'intérieur du système et la pression externe. Donc la pression externe est égale à P moins P externe dV qui devient moins PdV pour le terme travail. Et vous reconnaissez que ceci n'est rien d'autre que l'expression de la première loi, dE égale à d bar Q réversible plus d bar W réversible en utilisant spécifiquement un chemin ou bien un processus réversible. d bar Q réversible égale à TdS et dW réversible c'est moins PdV. Et ça donne donc une expression de la différentielle de E vue comme fonction de l'entropie et du volume, et qui en fait découle de la première loi. C'est intéressant ça, à remarquer ça, parce qu'auparavant, on avait toujours considéré l'énergie interne à composition constante. On est en train de considérer cette situation ici, n'est-ce pas? On avait toujours considéré auparavant l'énergie interne comme une fonction de la température et du volume. Alors, ce qu'on est en train de faire, c'est effectuer un changement de variable de T à S et obtenant ainsi l'énergie interne qui devient une fonction de l'entropie et du volume. Et en termes d'une telle représentation de l'énergie interne comme fonction de l'entropie et du volume, la première loi nous dit que cette différentielle de l'énergie interne de cette nouvelle fonction E, fonction de S et V, doit absolument être égal à ça pour que ça soit conforme à la première loi. Et on a utilisé en passant la définition thermodynamique de l'entropie ds égale à d bar Q réversible sur T, ou encore dQ réversible égale à TdS. Alors, en faisant maintenant
ceci, H égale à E plus PV. Donc, pour obtenir l'enthalpie qui auparavant était écrite, était considérée comme fonction de la température et de la pression, eh bien, avec l'énergie interne qui est maintenant une fonction de S et de V plutôt que de T et de V, l'enthalpie devient aussi une fonction de S et de P au lieu de T et de P, pour laquelle, en partant de la première ligne, on peut vérifier que la différentielle de H est égale à TdS plus VdP. Vous pouvez vérifier ça rapidement. dH égale à dE plus dPV, mais dPV c'est PDV plus VdP. Alors, dE est égal à TdS moins PDV. À ça, on ajoute plus PDV, donc le PDV moins PDV plus PDV, ça donne 0, il reste VdP. Et TdS, bien entendu. Voilà. Alors, ces deux relations-là sont en fait les deux premières équations fondamentales, appelées équations fondamentales en thermodynamique formelle. On est en train de passer à un autre niveau de la thermodynamique, appelé thermodynamique formelle, ça. C'est du formalisme, un peu mathématique, un peu plus avancé, ce qu'on avait vu avant. Et donc la première loi dit que si on exprime l'énergie interne comme fonction de l'entropie du volume, eh bien sa différentielle à composition constante est ça. TdS moins PDV, première équation fondamentale. Et en reprenant la définition de l'enthalpie, H égale à E plus PV, on obtient de là que l'enthalpie est donnée par cette différentielle dH égale à TdS plus VdP, ce qui signifie que l'enthalpie devient aussi une fonction non plus de la température et de la pression, mais de l'entropie et de la pression. Deuxième équation fondamentale. Alors maintenant, on peut continuer cette chaîne de raisonnement en rappelant maintenant la définition de G. G, vous vous rappelez que c'est défini comme étant H moins TS. Donc dG est égal à dH moins dTS, d du produit TS, mais d du produit TS c'est TdS plus SDT. Alors ça fait dG égale à dH moins TdS moins SDT, n'est-ce pas? Et dH est égal à quoi? Eh ben, c'est égal à TdS plus VdP. On remplace donc dH par ça. TdS plus VdP. Vous voyez que le terme TdS dans dH se simplifie avec le moins TdS qui vient de la différentielle de ce TS dans la définition de G. Et il reste donc VdP de dH moins le terme restant ici, SDT. VdP moins SDP. Voilà. Et ça exprime comment la fonction énergie libre de Gibbs ou bien enthalpie libre à composition constante vue comme fonction de la température et de la pression devrait varier en termes de la température, avec la température et la pression. dG égale à moins SDT plus VdP. Comme ça, c'est une vraie différentielle, c'est la différentielle d'une fonction d'état, on n'a que moins S, ce coefficient de cette variation infinitésimale de la température,
doit être égal à la dérivée partielle de G par rapport à la température, et ce, à pression constante. Donc, moins S est égal à dG dt à pression constante, et de même, le coefficient de dP dans cette équation fondamentale, c'en est la troisième, qu'on avait rencontrée. Là, c'est la première, la seconde, et ça, c'est la troisième équation fondamentale. Donc, je suis en train de dire que le coefficient de P, de dP, dans cette différentielle de G, décrit par l'équation fondamentale, donc, ce V-là, devrait être identifié avec la dérivée partielle de G par rapport à la pression, et ce, à température constante. Et bien entendu, à partir de là, vous pouvez appliquer la règle de l'air Schwarz, qu'on avait considéré comme un critère à être utilisé, vous vous rappelez, pour voir si une forme différentielle représente une vraie différentielle d'une certaine fonction. Ici, on a une vraie différentielle d'une fonction d'état qu'on connaît, G, et cette identification implique aussi que la dérivée de moins S par rapport à P à température constante va être égale à la dérivée de V par rapport à T à pression constante. Ou encore ça. Et ça, c'est un exemple de ce qu'on appelle équation de Maxwell. Il y a une équation de Maxwell qu'on peut écrire à partir de cette équation-là, qui dit que T est égal à la dérivée partielle de l'énergie interne par rapport à l'entropie à volume constante, et moins P, c'est la dérivée partielle de E par rapport au volume à entropie constante. Donc par conséquent, on devrait avoir dérivée de ce T-là par rapport à V à S constante doit être égal à moins la dérivée de ça, qui est là, P, par rapport à S et à V constante. Ainsi de suite. De même, on peut obtenir une équation de Maxwell à partir de ça, en identifiant T ici comme la dérivée partielle de H par rapport à S et V comme la dérivée partielle de H par rapport à P. Dans cette représentation de H comme fonction de S et de P au lieu de T et de P. Et de là, en appliquant la règle de l'air Schwarz, on obtient aussi une équation de même, reliant les dérivées de la température avec la pression à entropie constante et la dérivée de V par rapport à S, et ce, à pression constante. Ça, c'est une autre équation de ce genre, appelée équation de Maxwell. Il y a à peu près, il doit y avoir 4 équations de Maxwell, plutôt comme il y a 4 équations fondamentales, celle-là, celle-là, celle-ci, et il y a une autre équation fondamentale gouvernant, bien entendu, la différentielle de l'énergie libre de Helmholtz, que on n'utilise pas dans ce chapitre, et c'est pour ça que je ne la mentionne pas. Voilà. Donc retournons à ce qui est essentiel pour nous, c'est cette équation-là, équation fondamentale, et celle-ci qui découle de cette équation fondamentale-là, qui représente la variation infinitésimale, la différentielle plutôt, de la fonction d'état énergie libre de Gibbs, vue comme fonction de la température et la pression en composition constante. Et qui dit donc en composition constante
G va varier avec la température quand on maintient la pression constante avec une pente qui est égale à moins S. Et à température constante, en plus de la composition, G va varier avec la pression avec une pente qui est le volume. C'est ça qu'on va utiliser maintenant pour étudier les conditions d'établissement d'équilibre de phase là. On va appliquer ça pour que chaque phase d'une substance pure, d'un corps pur, alors, ça nous donne ceci dans un premier temps. Regardons tout d'abord ce que cette première équation des G dt à pression constante égale à moins S nous dit. Alors, pour ce faire, imaginons que la substance qu'on est en train de considérer, on va l'appeler grand A, ça peut être de l'eau, ça peut être du soufre, ça peut être du benzène, selon ce qu'on considère, mais c'est toujours une substance pure là qu'on est en train de considérer. Donc on n'est pas en train de considérer une réaction chimique dans laquelle on a une transformation de plusieurs substances à la fois pour donner des produits. Non. À moins qu'on considère une transformation de phase de la substance A dans une phase appelée phase 1 à la même substance mais dans une phase 2, une transition de phase, comme une réaction chimique avec la substance dans une phase considérée comme une substance et la même substance dans une autre phase comme une substance différente, quoi. On peut. Mais cette équation-là, cette paire d'équations, est vraie pour que la fonction énergie libre de Gibbs pour chaque substance ou bien chaque phase-là. Imaginons qu'on commence à une température assez faible et on sait que à très basse température, toute substance, à un moment donné, va devenir solide, donc c'est l'état solide qui est le plus stable à température suffisamment basse, et ensuite, normalement, c'est le liquide et ensuite le gaz. Donc, partant d'une température à peu près ici, assez faible, on a une situation où c'est la phase solide qui vient avec une énergie libre de Gibbs la plus basse, plus faible que G de l'état liquide, de sorte que le delta G de la réaction solide à liquide va être positif. En d'autres termes, ça ne va pas pouvoir se produire spontanément à cette température-là et à la pression fixée désignée par P1 ici. Et de même, comme l'énergie libre de l'état solide à cette température est aussi bien plus basse que celle de l'état gazeux, delta S de la transition solide de gaz est positive, signifiant que l'on ne pourrait pas avoir cette transition solide-phase qui se produit spontanément, quoi. Ce qui implique que, à cette température, c'est le solide qui est l'état le plus stable, et c'est lui que l'on va observer à cette température et à cette pression. Maintenant, ces courbes en bleu, rouge et vert décrivent à partir d'un tel point, par exemple, où l'on suppose que voilà, c'est ici que se situe
j'ai du solide là, j'ai de l'état liquide et là, j'ai de l'état gazeux. À partir de là, en se basant sur ce qu'on peut deviner à propos de la grandeur de l'entropie, par exemple molaire, de chacune des phases solides, chacun des états, solide, liquide ou gazeux, on peut deviner comment, on peut tracer qualitativement comment est-ce que cette fonction énergie libre de Gibbs de chaque phase va varier avec la température là. Alors, normalement, c'est pas juste normalement, vous pouvez le confirmer là, que l'entropie de l'état solide est toujours plus faible que l'entropie de l'état liquide, et qui, elle, à son tour, est plus faible que l'entropie de l'état gazeux, et ce, en vous basant sur l'interprétation de l'entropie comme une mesure de degré de désordre. Dans l'état solide étant l'état le plus ordonné, l'entropie de cet état-là, de la substance dans cet état-là, est naturellement plus petite que l'entropie de la substance à l'état liquide, qui est plus désordonnée que l'état solide, mais qui, elle, est plus ordonnée, moins désordonnée que l'état gazeux, donc qui est plus faible. Cette entropie S de l'état liquide serait plus faible, naturellement, que S de la substance à l'état gazeux. Avec cette ordonnance des entropies des différentes phases et qui représente précisément le négatif de la pente avec laquelle G va varier, et comme S est toujours positif, cette pente, n'est-ce pas, est négative, les G d'été égale à moins S, et elle va être plus négative le plus négatif pour l'état gazeux que pour l'état liquide, que pour l'état solide. Donc par conséquent, on prédit ce genre de variation de l'entropie libre de l'état solide, qui varie relativement lentement avec la température, que l'entropie libre de l'état gazeux, qui varie déjà plus rapidement, mais qui est encore qui varie encore moins fortement avec la température que l'énergie libre de l'état gazeux représenté en vert ici. Alors, à cause de ça, inévitablement, ces courbes se croisent à des endroits très particuliers, très spécifiques, des températures très spécifiques. Il y a une telle température là où, par exemple, la courbe bleue et rouge se croisent. Ce qui arrive à ce point-là, c'est qu'on a égalisation de G de l'état liquide et G de l'état solide, n'est-ce pas? En d'autres termes, delta G de la réaction solide-liquide devient 0 en ce point. Quand delta G est 0, vous savez que l'on a un équilibre, parce que ce delta G, vous rappelez, c'est moins T fois delta S de l'univers, et quand delta S de l'univers, on a un processus réversible ou bien un équilibre. Alors là, on a un équilibre entre les deux phases solide-liquide, ou bien encore on a une transition d'un état à un autre qui est réversible. Dire l'un équivaut à dire l'autre là, qu'on a un équilibre à cette température entre les deux états solides ou liquides, ou encore que la transition, la réaction solide à liquide est réversible, c'est-à-dire que vous avez passage de l'état solide à liquide qui peut être renversé dans le
de sens à juste par une petite variation infinitésimale, par exemple de la concentration ou bien non plutôt de la température ou bien de la pression là. Voilà. Alors donc à cette température là, on a équilibre entre les deux phases solides et liquides. La transition solide-liquide s'appelle fusion. Donc cette température est la température de fusion à la pression P1. Température de fusion de la substance A à cette pression P1. De même, à ce croisement, cette intersection entre la courbe rouge et la courbe verte, on a égalisation des énergies libres de Gibbs des deux états correspondants, c'est-à-dire l'état liquide et l'état gazeux, ou encore que le delta G de la transition liquide-gaz est égal à 0, signifiant que cette transition est réversible à cette température, ou en cas que l'on a un équilibre entre ces deux états-là, liquide et gaz. Le passage de l'état liquide à l'état gazeux, c'est de l'ébullition ou bien de la vaporisation du liquide, évaporation du liquide, et cette température est appelée température d'ébullition. Il y a un autre croisement ici, c'est le croisement entre la courbe bleue représentant G de l'état solide et la courbe verte représentant G de l'état gazeux. À ce point-là, bien entendu, on devrait avoir équilibre de phase entre le solide et le gaz. Ça correspond à la sublimation du solide pour donner du gaz. Mais voyez-vous, cet état-là ne peut pas être stable, puisque c'est l'état liquide à cette température qui est plus stable. C'est pour ça qu'on n'a pas mis l'accent sur ce point dans ce diagramme-là. Voilà. Donc c'est ça, l'équilibre entre deux phases 1 et 2. C'est là où on a égalisation de G d'énergie interne des deux phases. G de la phase 1 est égal à G de la phase 2, ou encore delta G de la transition de la phase 1 à la phase 2 est égal à 0. Et ça, d'après la seconde loi, ça indique que l'on a un équilibre entre ces deux phases, ou bien encore on a une transition de phase qui est réversible à ce point-là. Alors, c'est représenté par ces deux points ici. Alors, cette diapositive est un exemple d'application de ce qu'on venait de voir. Et c'est le problème 5 des notes qui est reprise ici. Là, on est en train de considérer du soufre dans deux formes solides, orthorhombiques et monocliniques, différentes de formes allotropiques de l'état solide du soufre. Une forme est appelée la forme orthorhombique et l'autre c'est la forme monoclinique. Alors à la deuxième ligne, ici, j'ai mis les delta G de formation des deux formes, donc vous reconnaissez que c'est la forme soufre orthorhombique qui est reconnue comme l'état standard du soufre, puisque delta G de formation est 0, et le delta G de formation du soufre monoclinique est de plus 0,10 kJ par mol. À la deuxième ligne ici, j'ai rapporté là la valeur de l'entropie selon la troisième loi
L'U d'étape des deux formes de soufre, c'est 31,80 pour la forme octo et 32,6 pour la forme monoclinique. À partir de là, on peut tout de suite calculer le delta S de la réaction soufre orthorhombique en soufre monoclinique et on trouve plus 0,80 joules Kelvin-1 par mol et le delta G de réaction en utilisant directement les delta G de formation là, on n'a pas besoin de delta H de la réaction. On aurait pu passer par delta H de réaction, ensuite calculer delta G par delta H moins T delta S avec T égale 298, bien entendu. Mais puisqu'on dispose ici des delta G de formation, de forme, on peut utiliser ça pour trouver tout de suite que delta G de cette réaction est de 0,10 plus 0,10 kJ par mol. Donc cette réaction n'est pas spontanée à la température de 298 Kelvin. Le passage de la forme orthorhombique à la forme monoclinique est pourtant favorisé du point de vue anthropique, la forme monoclinique étant reconnue ici comme plus désordonnée que la forme orthorhombique, voyez-vous, et pourtant cette réaction n'est pas spontanée, delta G est égal à plus 0,10 kJ par mol. Donc sûrement à cause du delta S de l'environnement qui est défavorable dans ce cas, qui donne ça. Donc par conséquent, on peut se poser la question, à quelle température est-ce qu'on va avoir donc ce passage S orthorhombique à S monoclinique à 298 Kelvin n'est pas favorable. Hein? Orthorhombique et monoclinique à 298 Kelvin qui se trouve là. L'état orthorhombique est de plus basse énergie que l'état énergie libre, que l'état monoclinique. Donc c'est l'état, la forme orthorhombique qui est le plus stable. Hein? Voilà, c'est dit déjà plusieurs fois, donc on peut se poser la question, à quelle température ça commence à devenir favorable, la transition de phase. Et pour ce faire, on va tout simplement regarder à quelle température on va plutôt avoir transition de phase, équilibre entre ces deux formes-là, et après cette température, évidemment, ce serait la tendance serait inversée par rapport à la tendance à 298 Kelvin. Mais trouvons tout d'abord la température de transition de phase où l'on a équilibre entre ces deux formes-là. Alors pour faire ça, on fait appel au fait que la variation de l'énergie interne pour chaque phase avec la température est régie par une pente de moins S pour cette phase-là. Donc la variation du delta G de réaction de cette réaction-là vient donc avec une pente qui est moins delta S. Alors supposons que ce delta S, ce moins delta S ne varie pas fortement de la température de 298 Kelvin. Cette température-là à la température de transition de phase recherchée, on peut écrire que delta G de la réaction à la température de transition de phase, qui devrait être nulle, puisque c'est ça que l'on cherche, serait égal à delta G de réaction à 298 Kelvin plus delta T, qui est T de transition de phase moins 298 Kelvin, fois la pente dG, des dérivés de ça, de delta G, par rapport à la température. Mais cette pente, c'est moins delta S. Donc ça donne delta G à 298 Kelvin, moins delta S fois la variation de température T moins 298 Kelvin. Puisque à cette température T de transition de phase, ça est 0,
on peut l'écrire ici, et isoler T de transition de phase de cette façon pour obtenir que cette température vaut 423 Kelvin. Deuxième exercice, et ça c'est le problème 6 des notes. Là, cette fois-ci, on considère l'évaporation du benzène, donc le passage du benzène C6H6 de l'état liquide à l'état gazeux. On donne ici la température d'ébullition normale, c'est-à-dire sous une barre, et ça vaut 354,05 Kelvin. Donc ça, c'est cette température-là. À cette température, vous avez égalité des deux enthalpies libres des deux formes, gaz et liquide. Donc delta G de vaporisation en ce point-là, à cette température, est égal à 0. On dispose aussi de delta H de vaporisation à cette température-là, c'est plus 30,72 kJ par mol, et donc à partir de la connaissance delta H et la valeur de la température d'ébullition, on peut calculer delta S de vaporisation. Après tout calcul, on obtient plus 86,76 joules Kelvin moins 1 par mol. Ce delta S, ensuite, nous permet de calculer les variations de delta G au voisinage de ce point-là. Ce delta S, c'est le delta S de la transition au voisinage de ce point. Et puisque ça utilise la valeur du delta H de vaporisation à la température de transition de phase, là, c'est la température d'ébullition normale du benzène. Donc, delta S est égal à ça, et si l'on veut estimer un peu ce qui va se passer si on s'écarte de la température d'ébullition normale dans ce sens-là, par plus 4,1 Kelvin, ou bien dans ce sens-là, par moins 5,9 Kelvin, ce sont les températures demandées dans ce problème 6, j'imagine, eh bien, il suffit d'utiliser cette relation-là, delta G de vaporisation à cette température-là, serait égal à moins delta S de vaporisation. Ça, c'est la pente avec laquelle delta G de vaporisation varie avec la température selon l'équation fondamentale de Cauchy, là. Hein? Voilà. Alors, avec cette pente-là, delta G de vaporisation à la température T serait tout simplement égal à moins delta S de vaporisation évalué en ce point fois delta T, tant et autant que ce T n'est pas trop loin du point où l'on avait calculé ce delta S, c'est-à-dire ce point-là. Et c'est le cas ici, on considère que 4 Kelvin, 6 Kelvin, de moins 6 Kelvin de ce côté, et donc on peut utiliser ça pour calculer delta G de vaporisation en ce point-là, avec delta T, T moins T ébullition égale à plus 4,1 Kelvin. J'ai trouvé ça, indiquant que la vaporisation est favorisée par cette élévation de température. En d'autres termes, à cette température, la vaporisation n'est plus un équilibre, mais c'est un processus spontané. C'est spontané parce que delta G est négatif. Par contre, à la température décalée de cette température d'ébullition vers la gauche de moins 5,9 Kelvin, on avait trouvé que delta G de vaporisation vaut cette fois-ci plus 0,51 kJ par mol, toujours en utilisant cette formule-là.
Et le signe de ce delta G indique que l'état vapeur gaz va être moins stable que l'état liquide. La vaporisation n'est pas favorisée, n'est pas spontanée à cette température. Et à cette température, c'est plutôt liquéfaction, donc la condensation du gaz, voilà, c'est la condensation du gaz qui est spontanée. Ce qu'on avait vu aux diapositives précédentes portait et utilisait plutôt la première des deux conséquences de l'équation fondamentale. L'identification de la pente avec laquelle l'énergie libre de Gibbs de n'importe quelle phase varie avec la température. Hein, ça varie avec la température avec une pente qui est précisément le négatif de l'entropie de la substance dans cette phase-là. Alors maintenant, on considère plutôt la pente avec laquelle G varie avec la pression, et ce, à température constante. Selon l'équation fondamentale, pour G, CV, c'est donné par le volume. Alors considérons le volume molaire pour la substance, hein, pour fixer des idées, juste considérer une mole de substance dans soit l'état liquide, ou bien solide, ou liquide, ou bien gazeux. Dans la plupart des cas normaux, le volume de l'état solide est plus faible que le volume molaire de l'état gazeux, qui à son tour est plus faible que le volume molaire de l'état gazeux. Donc on a cet ordre-là, impliquant qu'on va avoir une variation montrée, comme montré dans ce graphique, tiré du livre Elements of Physicochemistry de Atkins. Alors, à basse pression, c'est l'état solide, non, c'est l'état gazeux, hein, qui est le plus stable. C'est l'état gazeux qui est le plus stable. Et donc, on part avec ces branches de la courbe désignant la variation, représentant la variation de G de l'état gazeux, de n'importe quelle substance là. Hein. Et ensuite, le G de l'état solide varie selon cette droite-là. Et ça vient avec la pente la plus faible. La pente la plus grande, c'est celle de la variation de G de l'état gazeux. Ensuite, la pente intermédiaire, c'est celle de la variation de G de l'état liquide que voici. Alors avec ces variations, cette fois-ci, c'est en fonction de la pression là qu'on porte G de différentes phases. Donc à pression suffisamment faible, c'est l'état gazeux qui est le plus stable. Ensuite vient dans cette gamme de pression, selon la disposition de ces trois courbes, c'est l'état liquide qui est le plus stable dans cette portion. Ensuite, après, c'est l'état solide qui devient plus stable dans cette portion-là. Ça, c'est pour le cas où l'ordonnance des volumes molaires des différentes phases suit cet ordre-là, cette relation-là, qui est l'ordre normal. Mais vous allez voir tout à l'heure qu'il y a des situations
où ça ne suit pas cet ordre-là, et ce sont des cas dits anormaux. Pour là, c'est ce cas-là, et dans ce cas-là, très basse pression, c'est le gaz qui est le plus stable, des pressions intermédiaires, le liquide, et puis à des pressions plus élevées, c'est l'état solide qui est l'état le plus stable. Pour l'état gazeux, la variation forte de G de l'état gazeux peut être capturée en remplaçant le volume de l'état gazeux par la loi des gaz parfaits, donc V égale nRT sur P, ou si vous voulez en mettant N égale 1, dans ce cas-là, on parlerait de la variation de l'énergie libre de Gibbs molaire de la substance en phase gazeuse, et V est le volume molaire dans ce cas-là. Ça. Alors, ça, on peut considérer comme une équation différentielle de G en fonction de P à température fixée, et on peut intégrer ça pour obtenir, n'est-ce pas, G qui est en fonction de P, donc ça varie comme 1 sur P ici, intégrale de 1 sur P, c'est ln de P, donc intégrale de G, c'est G à un point final moins G à un point initial, est égal à N égale à 1, donc ça fait RT, fois intégrale de 1 sur P qui est ln de P évalué au point final, moins ln de P évalué au point initial, c'est-à-dire ln du rapport PF sur PI, quoi. Et c'est ça qui est représenté ici, c'est ce genre de courbe-là. Et vous pouvez voir faire le problème 1 pour des applications numériques de ceci. Alors la conséquence de ces différentes forces de variation de l'énergie, différentes pentes de variation de l'énergie libre de Gibbs avec la pression selon cet ordre des volumes molaires, voilà, cet ordre normal des volumes molaires, implique que quand l'on passe de la pression P1 où l'on avait vu tout à l'heure les courbes représentant la phase solide, c'est en bleu, en très continu ici, la courbe représentant G de l'état liquide, de même représentée en très continu ici, mais en rouge, et en vert, toujours en très continu, ça représente la variation de G de l'état gazeux, tout ça à la première pression P1. Alors, à une pression P2 plus grande que P1, si les volumes molaires varient dans ce sens-là, eh bien, on voit que la courbe représentant le G de l'état solide va être déplacée vers le haut puisque P2 est plus grand que P1 et V représente ici la pente de G par rapport à P et cette pente est positive. En d'autres termes, quand P augmente, n'est-ce pas, cette courbe va être déplacée vers le haut. G augmente. Quand V augmente, G augmente en chaque température. Donc ça va être déplacé vers le haut pour donner plutôt cette nouvelle courbe représentant la variation de G de l'état solide. C'est en bleu toujours, mais en tiré. Et de même, la courbe représentant G de l'état liquide va être déplacée vers le haut, encore une fois parce que cette pente est positive, et comme
cette pente positive est plus positive et plus grande que la pente pour que la variation de G avec la pression pour l'état solide, ça signifie que ce déplacement de la courbe en rouge est plus marqué, plus forte que celle de la courbe en bleu. Et finalement, de même, la courbe représentant G de l'état gazeux va aussi être déplacée vers le haut, et ce, plus fortement que les deux autres cas. Et avec ça, vous voyez donc, ça occasionne nécessairement un déplacement des points d'intersection correspondant aux transitions de phase solide-liquide, donc point de fusion, et du point d'ébullition, où on a un équilibre entre la phase liquide et gazeuse. Alors, ces points de fusion se déplacent un peu vers des valeurs plus grandes. De même pour que la température d'ébullition, et à cause de la force différente de ces déplacements, de ces courbes-là, on peut montrer que la température d'ébullition va se déplacer bien plus fortement que la température de fusion. Et donc du coup, on voit que les conditions d'équilibre dépendent de la pression. Alors, si on regroupe toutes ces informations-là, et en imaginant cette fois-ci, non pas juste une seule pression P2 plus grande que P1, mais une variation continue de la pression sur le système, eh bien, on peut imaginer que ces points de fusion et d'ébullition vont se déplacer de façon continue pour tracer une ligne, n'est-ce pas? Chacune. Et en regroupant, regardant tout ça, on obtient le genre de diagramme comme celui-ci, appelé diagramme de phase. Donc, la température, tout à l'heure, par exemple, on avait considéré une pression qui est celle-là. Maintenant, à une pression plus élevée, la température de fusion augmente, la température d'ébullition aussi. Et pour une pression plus faible, ces deux températures, au lieu d'augmenter, diminuent. Et quand ça diminue, à un moment donné, elles se rejoignent en un point appelé point triple. Alors ce genre de diagramme dans lequel on ne fait que porter en fonction de la pression, de la température, les températures, les conditions d'équilibre entre différentes phases, là cette ligne représente la ligne de température de fusion en fonction de la pression. La pression est représentée en ordonnée et la température est ici représentée en abscisse, mais peu importe, on peut la lire, ça, cette ligne, comme la ligne dénotant la fonction température de fusion vue qu'en fonction de la pression, ou encore ça peut aussi être lu comme donné de la pression d'équilibre en fonction de la température d'équilibre. Ici, équilibre entre quelle phase? C'est entre la phase solide et la phase liquide. De même, cette ligne-là, obtenue en regroupant toutes les valeurs de la température d'ébullition qui varient avec la
pression, donc peut être lu comme la courbe représentant la fonction T ébullition est là, en fonction de la pression, ou encore, ça peut être aussi lu comme la courbe représentant la pression de vapeur en équilibre avec le liquide, ça, en fonction de la température. Et chaque point représente une température d'ébullition à une pression donnée. J'avais déjà dit que ces courbes, quand la température baisse, tendent à se rejoindre, et ça se rejoigne effectivement en un point. Ça s'appelle le point triple, ça. En bas de ce point triple, on a généralement une autre courbe dénotant cette fois-ci une température en fonction de la pression, bien une pression en fonction de la température, dénotant les conditions d'équilibre direct entre la phase solide et la phase gazeuse. Donc ça dénote dans ce cas-là la transition solide-gazeux, c'est-à-dire la sublimation. On parle de sublimation ici, et c'est la température de sublimation en fonction de la pression qu'on montre là. Un tel diagramme est appelé diagramme de phase, et qui est donné ici très schématiquement, juste pour vous montrer un peu que ça existe tout d'abord, et comment ces lignes divisent le domaine PT en domaines d'existence de différentes phases. Ça, c'est le domaine d'existence de la phase solide. Là, c'est le domaine d'existence de la phase liquide. Et là, c'est le domaine d'existence de la phase gazeuse. Il y a un point ici qui est intriguant. Eh bien, ce point représente précisément la température critique et la pression critique. Au-delà de ce point critique-là, il n'y a plus de gaz ou liquide, il n'y a qu'un fluide. Ce fluide est appelé fluide supercritique. Concept que vous avez un peu vu quand on voyait ensemble le comportement des gaz réels. Voilà. Cette disposition-là de ces lignes avec les deux courbes, température de fusion en fonction de la pression, bien température d'ébullition en fonction de la pression, présentées comme ça dans le plan PT avec T qui est en abscisse, P comme 1. Ces deux lignes-là sont tous inclinées vers la droite, c'est-à-dire bien avec une pente dP/dt qui est positive. Et ça, c'est typique du cas où le volume du solide molaire du solide est plus faible que le volume molaire de l'état liquide qui, évidemment, lui, est toujours plus faible que le volume molaire de l'état gazeux, le cas appelé cas normal, quoi. Cette figure montre le diagramme de phase de CO2. Alors là, vous voyez que le point triple est 217 Kelvin, à une pression qui est de 5 bars. Le point critique de CO2 se situe à T critique égale à 304 Kelvin, et la pression critique, c'est de 73 bars, là. Cette ligne, c'est la ligne d'équilibre liquide-vapeur. La température ici à 67 bars, là, lui, là, 298 Kelvin, c'est la température d'ébullition de CO2
sous 67 bars. Vous pouvez aussi lire que, par exemple, une barre et à peu près une atmosphère, on a équilibre de phase entre le solide et le gaz, donc sublimation du CO2 solide pour donner du gaz, CO2 gazeux, à 195 Kelvin. Sous une barre, à 298 Kelvin, CO2 est le plus stable à l'état gazeux. On est dans le domaine des gaz, c'est ça. Donc, il n'y a pas de température d'ébullition dite normale de CO2 parce qu'à une barre, où normalement c'est défini la température normale de transition de phase ici d'ébullition, eh bien vous voyez qu'on ne peut pas avoir d'intersection avec la ligne représentant les températures d'ébullition, c'est-à-dire l'équilibre liquide-gaz, liquide-vapeur dans le cas de CO2. CO2 donc représente, c'est un exemple du cas normal, donc ça c'est un diagramme de phase de cas normal. Ça, considérons maintenant une situation où l'on a un cas anormal. Cette fois-ci, c'est le volume du liquide qui est plus petit que le volume du solide. C'est le cas de H2O. Vous savez bien que la glace flotte sur l'eau, et ça veut dire que la densité de la glace est plus faible que la densité de l'eau. En d'autres termes, le volume molaire de la glace est plus faible que le volume molaire est plus grand. Le volume molaire de la glace est plus grand que le volume molaire de l'eau liquide. Alors, dans ce cas-là, les choses se présentent un peu différemment du cas précédent. À très basse pression, on continue à avoir le gaz qui est le plus stable, mais pour les pressions intermédiaires, au lieu d'avoir la phase liquide qui est le plus stable, c'est plutôt la phase solide qui est la plus stable, car cette ligne-là, caractérisée par une variation moyenne de G en fonction du volume après la ligne représentant la variation forte de G du gaz, eh bien cette ligne représente la variation de G de la glace, de l'état solide. Et ensuite, la ligne de la courbe représentant la variation de l'énergie interne du Gibbs de l'état liquide est celle qui vient avec la pente la plus faible, puisque V molaire du liquide est le plus faible. Alors dans ce cas-là, le liquide ne s'obtient qu'à plus haute pression que le solide. Qu'en est-il du déplacement des points d'ébullition, des points de fusion? Eh bien, dans ce cas-là, vous voyez que cette fois-ci, la courbe représentant G de l'état liquide, c'est elle qui est déplacée le plus faiblement. Bien ensuite, la courbe représentant G de l'état solide, qui est déplacée toujours vers le haut, toujours des déplacements positifs. Ça ne change pas. Mais ce déplacement, pour que l'état solide est plus grand que pour l'état liquide, et encore une fois, c'est le déplacement de la courbe représentant G de l'état gazeux qui est le plus grand. Avec ces déplacements dans ce sens-là, les croisements de courbes se déplacent de la façon suivante. Le croisement correspondant à la fusion, donc entre la courbe de l'état solide et celle de l'état liquide, se déplace plutôt vers
la gauche, donc vers des températures plus basses, donc la température de fusion s'abaisse avec la pression, comme la pression augmente. Et vous comprenez là un peu, c'est un peu ça le principe du patinage. Hein. Pourquoi est-ce que le patin glisse? C'est parce que sous la pression que vous exercez sur le patin, la glace fond. Et seulement sous votre patin, pas ailleurs. Donc ça donne, voilà. Voilà. Et pour ce qui est de la température d'ébullition, le croisement entre la courbe rouge représentant G de l'état liquide et la courbe verte représentant G de l'état gazeux, eh ben, cette intersection, ce croisement, se déplace encore une fois fortement vers la droite. Donc, la température d'ébullition, encore une fois, croît avec la pression, tandis que la température de fusion décroît avec la pression. Ce qui fait que, si encore une fois on regroupe tout ça, toutes ces données en un diagramme de phase dans le plan PT, eh bien, on obtient dans ce cas anormal-là une disposition de ces lignes-là comme ça, avec la ligne représentant la température de fusion en fonction de la pression, ou bien de la pression d'équilibre en fonction de la température pour que l'équilibre solide-liquide est penché plutôt vers la gauche, c'est-à-dire bien avec une pente des PdP qui est négative. Tandis que la pente de la courbe pour la transition liquide-gazeuse est toujours une pente positive comme ça. Le reste de ce que j'avais dit tout à l'heure, là, en ce qui concerne l'existence tout d'abord d'un point critique, et puis d'un point triple où il y a trois courbes représentant des frontières de phase, on doit les appeler comme ça, frontières de phase, qui se rencontrent. Ce point-là est appelé point triple et on a équilibre entre trois phases à la fois en ce point-là. La phase solide, la phase liquide et la phase gazeuse. Exemple d'un diagramme de phase de ce type, c'est le diagramme de phase de l'eau, bien entendu, qui est donné ici. Voilà. La pression atmosphérique étant, elle croise comme il faut cette ligne, cette frontière de phase solide-liquide pour donner la température de fusion normale de la glace ici. C'est à 0 degré, c'est 273 Kelvin. Et elle croise la courbe qui représentant la frontière de phase liquide-vapeur à la température d'ébullition normale, 100 degrés C là. 100 degrés C la température d'ébullition normale de l'eau. 0 degré C, 273,15 Kelvin, est la température de fusion normale de la glace là. Ces deux frontières se rencontrent en ce point, appelé point triple, qui est situé à très basse pression, 0,006 atmosphères, et la température est un peu plus élevée que 0 degré C. Ça veut dire que cette ligne-là, cette frontière, est en fait quelque chose de presque vertical, voyez-vous, parce que ce point d'intersection ici, c'est 0 degré C, et de là à là, il n'y a que 10-3 Kelvin, là, degré C, là, de variation. Le point critique de l'eau
est à 218 atmosphères et en degrés centigrades, ce que sont degrés Celsius, c'est 374 degrés C.